Eh, ma jolie, ils sont gros tes poumons. Au jardin du Luxembourg, là où les personnes âgées trouvent leur quiétude, une bande de voyous, spécialisés dans l'extorsion et l'agression des aînés, lançait des provocations obscènes à une femme. Il ne se doutait pas que cette femme était un capitaine de corvette des commandos marines. Ceci est le récit de leur rencontre fatidique, où elle les a châtiés et leur a donné une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Paris, cœur battant de la France, dépositaire d'un flux historique de plus de 2000 ans. En son centre, le jardin du Luxembourg, témoin silencieux des innombrables vicissitudes du temps. Le jardin, sous les frondaisons des marronniers et des platanes centenaires, était depuis longtemps devenu un havre de paix pour les seniors. Chacun portait en lui sa propre histoire. En cet après-midi où les rayons ardents du soleil d'été perçaient le feuillage, l'endroit vibrait de vie. Ça et là, sur les échiquiers de pierre, les cris de échecs et mat résonnaient, accompagnés du cliquetis des pièces. Dans un autre coin, des parties de go se déroulaient en silence, théâtre de duels intellectuels intenses. Plus loin, des dames âgées papotaient joyeusement en petits groupes, tandis que d'autres tapaient maladroitement des lettres sur leur smartphone, composant avec soin un message pour leurs petits-enfants. Tout s'écoulait lentement, paisiblement, dans leur petit monde. Le capitaine de corvette Chloé Lambert, des commandos marines, observait silencieusement cette scène, combien qu'elle ait tenté de dissimuler son aura militaire sous un simple survêtement, avec ses cheveux coupés courts, sa silhouette athlétique et son regard perçant, sa posture droite et ses moindres gestes trahissaient une vigilance constante. Elle venait de prendre quelques jours de permission, quittant sa base de Lorient pour revenir à Paris. Son unique but était de rendre visite à son grand-père, Jean-Pierre Moreau, qui passait chaque jour ici, en compagnie des échiquiers. Pour Chloé, son grand-père était plus qu'un simple parent. Il était celui qu'il avait aimé et élevé comme sa propre fille après la mort précoce de ses parents, et le seul à l'avoir soutenue en silence lorsqu'elle avait choisi la voie ardue de la carrière militaire. C'était un ancien combattant, un vétéran de la guerre d'Algérie qui avait frôlé la mort à maintes reprises. Il lui disait souvent que ce que lui et ses camarades avaient protégé, ce n'était pas de grands idéaux abstraits, mais la vie quotidienne précieuse des gens simples de ce pays. Chloé, viens voir le coup de maître de ton papy. De loin, Monsieur Moreau lui fit un signe de la main. Chloé s'approcha en souriant. Le visage de son grand-père rayonnait d'une fierté et d'un orgueil qu'il ne cherchait pas à cacher. Mon capitaine de corvette, elle est douée, vous savez. Même sans uniforme, un seul de ses regards suffirait à faire fuir l'ennemi. Papy, je suis en permission, arrête avec tes grandes histoires de guerre. Aujourd'hui, je ne suis que ta petite fille ordinaire. Chloé fit une petite moue affectueuse, ce qui fit rire de bon cœur les personnes âgées assises autour. Chacun y alla de son commentaire. Oh là là, ce Jean-Pierre, quelle chance il a, avec une petite fille comme ça, il n'a plus rien à craindre. Sous ces paroles chaleureuses et amicales, Chloé sentit enfin un véritable repos l'envahir, loin des vagues tumultueuses, des marais salants et des terrains d'entraînement poussiéreux. La scène paisible devant elle lui rappelait une fois de plus la raison d'être d'un soldat, protéger cette tranquillité. Mais cette tranquillité fut brisée, de manière trop facile et brutale. Depuis l'entrée du jardin, des bruits discordants commencèrent à se faire entendre. Des éclats de rire bruyants mêlés à des jurons vulgaires, des pas arrogants qui semblaient vouloir racler le sol. Un son totalement étranger à l'atmosphère paisible du lieu. Le regard de Chloé se tourna instinctivement vers l'origine du bruit. 5 ou 6 jeunes hommes, grands et couverts de tatouages, vêtus de survêtements colorés, mais de mauvais goût, s'avançaient. Ils balayaient les lieux du regard comme s'ils cherchaient quelque chose, puis se dirigèrent droit vers les vieillards qui jouaient aux échecs et commencèrent à chercher la confrontation. Ouah, les vieux, belle journée pour une partie, on se croirait à l'Olympe, hein?
Le plus costaud et le plus menaçant du groupe, un certain Marco, surnommé le Bélier, lança d'un ton moqueur. Il se posta devant les joueurs et donna un violent coup de pied dans l'échiquier. Quelques pièces, au milieu d'une partie tendue, volèrent en éclats. « Bande de vauriens !»« Qu'est-ce que vous fabriquez ?» cria un vieil homme, mais Marco et sa bande ne bronchèrent pas. Au contraire, ils rirent encore plus fort. « On fabrique rien, Pépé, vous exagérez. Si on est là, c'est pas pour rien. Vous profitez d'un si bel endroit, faudrait montrer un peu de reconnaissance, non? On appelle ça la taxe de banc. » Les vieux, les mots taxe de banc, jetèrent un froid glacial sur le jardin. Les sourires s'effacèrent des lèvres des anciens, remplacés par la stupeur et l'indignation. C'est un parc public, un espace qui appartient à tout le monde, et personne n'a à payer qui que ce soit. Vous êtes devenu fou ou quoi? Vous savez où vous êtes. Foutez le camp avant que j'appelle les flics. À la résistance véhémente des vieillards se fit entendre, mais les voyous n'en eurent cure. Marco ricana, sortit une cigarette de sa poche et l'alluma. Les flics, oh, j'ai peur, ne vous suivez pas les infos, les vieux. Vous croyez qu'on est venu ici par hasard? Faut bien avoir des amis haut placés pour oser faire ça. Allez, soyons raisonnables, donnez-nous quelques pièces et on évitera de hausser le ton. Juste 10 € par jour. C'est le prix de quelques cafés pour être tranquille. Vous allez pas chipoter pour ça. Ils commencèrent à agir de manière organisée. 2 d'entre eux bloquèrent les sorties, tandis que les autres parcouraient le jardin, réclamant effrontément de l'argent. Si quelqu'un refusait, ils le menaçaient en le pointant du doigt. Quand ils voyaient un vieillard effrayé sortir de sa poche quelques billets froissés, ils les lui arrachaient comme des voleurs. Le paisible jardin se transforma soudain en une zone de non-droit. Quelques dames âgées, prises de peur, se dépêchèrent de partir. La plupart des hommes, bien que furieux, ne savaient que faire face à cette bande de jeunes robustes et agressifs. Ils ne pouvaient que regarder, le cœur en feu. Chloé observa toute la scène, les yeux froids comme la glace. Son corps était déjà passé instinctivement en mode combat. Ses yeux analysaient la position, la condition physique et la trajectoire probable de chaque individu. Ses oreilles décortiquaient leurs conversations et les bruits environnants. Dans sa tête, elle simulait déjà des dizaines de scénarios pour maîtriser la situation en un minimum de temps et avec le moins de dégâts possible. Mais elle n'agit pas précipitamment. Ce n'était pas un champ de bataille et elle ne portait pas son uniforme. Plus important encore, elle ne voulait pas risquer de blesser son grand-père et les autres personnes âgées innocentes. Elle sortit discrètement son téléphone et activa l'enregistrement vidéo. La collecte de preuves était la priorité. Au même moment, la bande de Marco arriva près de Mesre Moreau. Et, le vieux, les autres ont tous coopéré. Pourquoi tu restes planté là comme ça? Tu nous prends de haut? Marco poussa violemment l'épaule de Mesre Moreau. Immédiatement, le regard de Chloé devint aussi tranchant qu'un rasoir. Elle s'apprêtait à se lever, mais son grand-père lui retint doucement la main, lui faisant signe de ne pas intervenir. Puis, il se leva calmement et fit face à Marco. « Écoute-moi, jeune homme, ce n'est pas une façon de vivre, manger et dormir avec l'argent, voler à des personnes âgées et faibles. Te sentiras-tu en paix? Si tes parents voyaient ça, ils pleureraient de honte. » La voix grave mais puissante de M. Moreau résonna dans l'espace. C'était la prestance d'un homme qui avait vécu toute sa vie dans la droiture. Mais pour Marco, ce n'était que des leçons de morale ennuyeuses. « Oh, le vieux sénile, tu te prends pour qui? Tu veux me faire la morale? T'es mon père, peut être. T'es vieux, alors vis ta vie de vieux tranquillement. T'as appris où ces mauvaises manières? » Marco leva la main, sa paume s'abattant en direction de la joue de M. Moreau. Des cris d'effroi fusèrent alentour. Chloé décida qu'elle ne pouvait plus rester spectatrice et se prépara à bondir. Mais, à sa grande surprise, M. Moreau n'esquiva pas. Au contraire, il fit un pas en avant, regardant Marco droit dans les yeux,
avec une intensité encore plus forte. Décontenancé par cette assurance, le bras de Marco s'arrêta en plein vol. « Si tu veux frapper, frappe, mais souviens-toi bien comment cette main te mettra les menottes pour le reste de ta vie. La loi t'oubliera peut-être, mais la justice divine, elle, ne te pardonnera pas. » Les paroles dures de M. Moreau firent légèrement hésiter Marco, mais piqué dans son orgueil, son visage devint rouge. Il prit conscience que ses complices et les autres vieillards le regardaient. Il ne pouvait pas reculer. « Le vieux fou, tu veux vraiment y passer, hein ?» Marco s'apprêta de nouveau à frapper, mais à cet instant précis, une main fine mais dure comme l'acier agrippa fermement son poignet. C'était Chloé. Elle s'était approchée silencieusement derrière lui et avait parfaitement bloqué son attaque. L'après-midi paisible au jardin du Luxembourg, au cœur de cette immense fracture, elle se tenait là. Tous les bruits semblèrent cesser. Tous les regards se tournèrent vers elle et Marco. Un prélude à une tension prolongée, le temps semblait s'être figé. Marco baissa les yeux vers la main qui serrait son poignet. Des doigts longs et fins, une main si petite qu'elle ne faisait pas la moitié de celle d'un homme normal, mais sa poigne était celle d'un étau d'acier. Il essaya de se dégager, mais son bras ne bougea pas d'un millimètre, aussi solide qu'une racine ancrée dans la roche. Son regard confus se leva vers le visage de Chloé, une jeune femme ordinaire en survêtement, mais dont le regard n'avait rien d'ordinaire. Un abîme glacial et sans fond, où brûlait une flamme de glace. Le regard d'un tireur d'élite sur le front, visant droit au cœur de l'ennemi. « Espèce de folle, lâche-moi !» Le cri de Marco fut comme un coup de feu qui brisa le silence. Ses complices se regroupèrent immédiatement autour de Chloé. Les vieillards la regardaient avec inquiétude, tandis que M. Moreau essayait de calmer le jeu. « Chloé, non, ne fais pas ça. » Mais Chloé ne scilla pas. Elle maintenait sa prise sur le poignet de Marco et parla d'une voix basse, mais suffisamment claire pour que tout le jardin l'entende. « Présentez vos excuses à mon grand-père, puis partez en silence. C'est le premier et le dernier avertissement. » Le ton de sa voix n'était pas menaçant. C'était un simple constat, énoncé comme un rapport succinct, mais empreint d'une détermination inébranlable. Marco éclata de rire, comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de sa vie. « Ah, un avertissement. T'es qui pour me donner des avertissements? Tu sais qui je suis? Dans tout Paris, il y a personne qui connaît pas le nom de Marco le Bélier. Mêle-toi pas des affaires d'hommes. Si tu veux pas finir mal, casse-toi. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un de ses acolytes tendit la main pour pousser l'épaule de Chloé. À cet instant, le corps de Chloé bougea avec la légèreté d'un papillon. Tout en maintenant sa prise sur le poignet de Marco, elle pivota d'un demi-tour, esquivant la main qui s'avançait. Simultanément, elle utilisa le bras de Marco comme un levier, le tordant et soulevant tout son corps. Un cri strident retentit. La carcasse de près de 100 kilos de Marco perdit l'équilibre et s'effondra au sol. Juste avant qu'il ne touche terre, Chloé lâcha sa prise pour ne pas le blesser gravement. Mais l'issue du combat était déjà scellée. Tout le monde était stupéfait. Voir un colosse se faire mettre à terre par une femme frêle en un seul mouvement était difficile à croire. Les autres voyous restèrent figés un instant, puis la colère et l'humiliation les submergèrent. Ils se ruèrent tous en même temps sur Chloé. « Salope, tu vas le payer. » Accompagnés d'injures, les 4 voyous l'attaquèrent de toutes parts, mais pour elle, leur mouvement était aussi lent qu'un film au ralenti. Son corps et ses sens, affûtés par des années d'entraînement intensif, étaient bien au-delà de ceux d'un être humain ordinaire. Elle esquiva le poing du premier assaillant tout en lui faisant une clé de coude. La force était parfaitement dosée pour ne pas lui briser l'os. Utilisant l'homme hurlant comme bouclier, elle bloqua le coup de pied du suivant. Puis, elle se baissa, faucha la jambe de l'attaquant de côté, le faisant chuter lourdement. Profitant de l'élan de sa chute,
Elle rebondit et frappa du talon le menton du dernier homme. Le tout s'était déroulé en quelques secondes. Au sol, les voyous gémissaient, étendus de tout leur long. Chloé se tenait là, sans une égratignure, sa posture toujours aussi stable, les regardant de haut. Sa respiration n'était même pas saccadée. Je le répète, excusez-vous auprès de ces messieurs et foutez le camp d'ici, immédiatement. À ce moment-là, Marco prit conscience de la situation. Assis par terre, il la regardait avec un mélange de peur et de stupeur. Cette femme n'était pas normale. Ce n'était pas juste quelqu'un qui savait se battre, c'était une technique de combat quasi létale. Il frissonna à l'idée que si elle avait voulu, il ne serait probablement plus de ce monde, mais il ne pouvait pas s'avouer vaincu. S'il partait comme ça, la queue entre les jambes, il perdrait toute crédibilité à Paris. Marco esquissa un sourire narquois et ouvrit la bouche. « Eh ben, t'es une dure à cuire, toi. T'as dû prendre quelques cours. Mais écoute, ma belle, dans la vie, c'est pas toujours celui qui cogne le plus fort qui gagne. De nos jours, les poings, c'est pas ça qui fait le plus peur, c'est ça. » Il se tapota la tempe avec son index, puis il sortit son téléphone et appela quelqu'un. « Il y a un petit problème. Il y a une meuf qui a débarqué, elle a défoncé tous les mecs. »« Ouais. Ah non, non. Ouais. J'ai compris. » Après avoir raccroché, Marco retrouva son arrogance et fixa Chloé. « Les flics arrivent. Mon grand patron arrive aussi. T'es fini. Outrage et rébellion, agression. Tu vas goûter à la prison, ma jolie. Et t'es pas mal, en fait. Avant d'aller en tôle, tu veux pas passer une nuit avec moi? Je m'occuperai bien de toi. » Oh non. Marco n'hésita pas à proférer des paroles de harcèlement sexuel abject, pensant que Chloé serait effrayée et reculerait en entendant le mot police, mais le visage de Chloé resta impassible. Au contraire, elle semblait attendre cette phrase. Elle leva son propre téléphone. « La police, je l'ai déjà appelée, depuis que vous êtes arrivé pour semer le trouble, toute la scène a été filmée. Et le harcèlement sexuel que vous venez de prononcer a été très clairement enregistré. » En entendant Chloé, le visage de Marco devint livide. Il comprit alors l'ampleur de son erreur. Chloé ne lui laissa aucune chance de réagir et continua. « Et encore une chose. Je ne sais pas qui est votre protecteur, mais il va bientôt avoir de gros problèmes lui aussi. » Chloé appuya sur un numéro. Les mots qu'elle prononça choquèrent non seulement la bande de voyous, mais aussi toutes les personnes présentes. Ici, capitaine de corvette Chloé Lambert, commando marine, position actuelle, Jardin du Luxembourg, 6e arrondissement. J'ai neutralisé un groupe de criminels organisés en flagrant délit d'extorsion et d'agression sur plusieurs citoyens. J'ai recueilli des preuves vidéo complètes. Les suspects laissent entendre des liens avec la police locale. Je demande une enquête conjointe de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et de l'inspection générale de la police nationale. Assistance requise immédiatement. Fin transmission. Capitaine de corvette des commandos marines, la mâchoire de Marco tomba. Les autres voyous affichaient un air de désespoir total. La personne à qui il s'était attaqué n'était pas une femme ordinaire, mais un officier d'actif de la force la plus redoutable de France. Les vieillards dans le jardin, d'abord perplexes, applaudirent et acclamèrent à l'unisson une fois qu'ils l'eurent compris. « Vive les commandos marines, bravo, capitaine Lambert !» Les cris résonnèrent dans tout le parc. Moreau, tremblant, posa une main sur l'épaule de Chloé. Dans ses yeux, des larmes de fierté, de remords et de soulagement commencèrent à couler. Peu de temps après, les sirènes retentirent. Plusieurs voitures de police et quelques berlines noires s'arrêtèrent à l'entrée. En descendirent non seulement des policiers en uniforme, mais aussi des militaires portant des brassards de la gendarmerie et des hauts fonctionnaires qui semblaient venir du ministère de l'Intérieur. L'affaire fut rapidement réglée. La bande de voyous fut arrêtée sans résistance.
Les personnes âgées présentes sur les lieux furent invitées à témoigner. Quant à Chloé, en tant que principale protagoniste et victime, elle fut conduite au commissariat pour sa déposition. Le capitaine Luc Dubois, chef de la brigade criminelle du 6e arrondissement, après avoir entendu le rapport, secoua la tête avec admiration. Qu'une seule femme ait pu maîtriser 5 ou 6 voyous sans une égratignure était déjà stupéfiant, mais le fait qu'elle soit un capitaine de corvette des commandos marines en service actif était encore plus choquant. Le capitaine Dubois s'approcha et salua militairement Chloé. « Capitaine Lambert, c'est vraiment exceptionnel. Nous sommes désolés et extrêmement reconnaissants que vous ayez fait notre travail à notre place. Oh, ce n'est rien. En tant que militaire, je n'ai fait que mon devoir, » répondit Chloé calmement, mais son regard semblait percer quelque chose de plus profond. Ce n'était peut-être pas une simple affaire de voyous de seconde zone. Cette force protectrice qu'il mentionnait avec tant d'assurance, la racine du problème était peut-être bien plus profonde et plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Le papillon d'acier venait à peine de commencer à battre des ailes. Quelle tempête ce petit battement d'ailes allait-il déclencher au cœur de Paris? Personne ne pouvait encore le savoir. Le commissariat du 6e arrondissement était en proie à une agitation inhabituelle. Le fait que des voyous aient été maîtrisés par un capitaine de corvette des commandos marines au jardin du Luxembourg et ramenés ici créait une atmosphère de curiosité et de tension. Marco et sa bande étaient assis, recroquevillés dans un coin du bureau de la brigade criminelle, et leur arrogance avait complètement disparu, remplacée par des visages effrayés se jetant des regards furtifs. Les mots procès-verbal d'audition, garde à vue sur la table les accablaient encore plus. Le capitaine Luc Dubois était assis en face du capitaine de corvette Chloé Lambert, écoutant son récit des événements. Elle exposait les faits de manière claire et logique, du début à la fin, sans la moindre émotion ni exagération, comme si elle faisait un rapport de mission. De la manière dont ils avaient menacé les vieillards pour leur extorquer de l'argent, à leur mépris de sa demande polie, en passant par leur harcèlement et le moment où ils avaient tenté d'agresser son grand-père, son témoignage correspondait parfaitement à la vidéo enregistrée sur son téléphone. C'est très clair, capitaine Lambert, avec la preuve vidéo que vous avez fournie et les témoignages des autres victimes, prouver leur culpabilité sera une formalité. Extorsion de fonds, menaces, agressions, harcèlement sexuel. Les chefs d'accusation sont graves. Le capitaine Dubois claqua la langue. Il était un enquêteur chevronné de la police judiciaire parisienne, mais il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu des individus agir avec une telle impudence en plein jour, dans un lieu fréquenté par des personnes âgées. « Il y a quelque chose qui me préoccupe », dit Chloé, son regard toujours aussi perçant. Ils parlaient comme s'ils avaient un protecteur, comme s'ils avaient de bonnes relations avec la police locale. C'est peut-être du bluff, mais vu leur assurance, je ne pense pas que ce soit des paroles en l'air. La remarque de Chloé fit se crisper le visage du capitaine Dubois. En réalité, c'était aussi ce qui l'inquiétait le plus. La bande de Marco appartenait à un nouveau clan en pleine ascension, le clan des rats des quais. Dernièrement, ils étendaient rapidement leur territoire en racketant les petits commerçants du quartier latin et en gérant des cercles de jeux clandestins. La rumeur d'une protection politique ou policière se répandait, mais faute de preuves tangibles, l'enquête piétinait. Vos craintes sont probablement fondées, nous les surveillons de près. Nous allons profiter de cette occasion pour mener une enquête approfondie et arracher la mauvaise herbe à la racine. La DRD a également indiqué qu'elle coopérait, donc cette fois, nous pourrons peut-être creuser plus profond. En entendant le capitaine Dubois, Chloé hocha la tête. Elle pensait que son rôle s'arrêtait là, mais l'affaire allait s'accrocher à elle d'une manière plus tenace et venimeuse qu'elle ne l'imaginait. Alors que Chloé quittait le commissariat, la voix pleine de haine de Marco résonna derrière elle.
Et, Chloé, je retiens bien ta gueule aujourd'hui. C'est pas fini. Je te retrouverai. Sois-en sûr. Ces cris, mêlés d'injures et de malédictions, furent rapidement étouffés par les policiers. Mais la haine qu'ils contenaient résonnait encore à ses oreilles. Elle ne se retourna pas. En tant qu'officier des forces spéciales, ayant affronté d'innombrables dangers et frôlé la mort, de telles menaces n'étaient pour elle que du bruit. Mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour son grand-père et les autres personnes âgées. Chloé, M. Moreau, qui l'attendait dehors, lui demanda d'un air inquiet. À ses côtés se trouvaient les autres vieillards qui venaient de témoigner. « Ça va, papy, ne t'inquiète pas. »« Oh, grâce au capitaine Lambert, ces vauriens ont tous été arrêtés. Je me sens tellement soulagée. On va enfin pouvoir retourner au parc en toute tranquillité. » Les anciens ne cessaient d'exprimer leur gratitude à Chloé. En les regardant, elle se sentit une fois de plus convaincue que ce qu'elle avait fait était juste. Elle ramena son grand-père sain et sauf à la maison et lui recommanda de ne pas retourner au parc pendant un certain temps. Elle lui dit aussi qu'elle retournerait à sa base dès la fin de sa permission. Mais cette nuit-là, l'affaire prit une nouvelle tournure. Marco et les membres du clan des rats des quais furent libérés sous prétexte d'un manque de preuves et du fait qu'il s'agissait de primo-délinquants. Malgré la vidéo explicite et les nombreux témoins, la décision des autorités était logiquement incompréhensible. En apprenant la nouvelle, le capitaine Dubois ne put cacher sa colère. C'est absurde. Il y a forcément eu une pression d'en haut. Leur protecteur n'est pas un petit joueur. Les paroles du capitaine Dubois étaient vraies. Dès sa libération, le véritable chef du clan, Victor Rossi, convoqua Marco et sa bande dans son repère. Le repère se trouvait dans la cave d'un vieil immeuble du centre de Paris. L'extérieur était délabré, mais l'intérieur était luxueusement décoré. Victor Rossi fronça les sourcils en écoutant le rapport de ses hommes. « Alors, c'est à cause d'une seule femme que toute votre bande s'est fait démolir? Je suis désolé, patron. Et cette fille, c'est pas n'importe qui. On aurait dit un soldat des forces spéciales, » expliqua Marco. Rossi se leva et lui flanqua une violente gifle. « Pas d'excuses. T'as pas honte? Tu nous as couverts de merde, c'est ça. Le clan des rats des quais. » Rossi était furieux, mais il analysait froidement la situation. Le fait que son adversaire ne soit pas une femme ordinaire, mais un capitaine de corvette des commandos marines, et que le ministère des Armées soit impliqué, l'inquiétait. S'il faisait trop de vagues, toutes ses affaires pourraient être menacées. D'abord, enquêter à fond sur cette fille. Nom, unité, famille, point faible. Vous me trouvez tout, jusqu'au moindre grain de poussière. Et pour l'instant, on ne touche plus au secteur du Luxembourg. On se fait discret pendant un moment. Les instructions de Rossi étaient précises et rapides. Son organisation n'était pas une simple bande de voyous. Ils avaient des liens avec des agences de détectives privées illégales pour recueillir des informations et exceller dans l'art d'exploiter les faiblesses pour abattre leurs adversaires. Quelques jours plus tard, presque toutes les informations sur le capitaine de corvette Chloé Lambert étaient entre les mains de Victor Rossi. Membre des commandos marines basés à Lorient, doté d'excellentes capacités de combat et de commandement, jouissant d'une grande confiance au sein de son unité. Et surtout, son unique parent était son grand-père, Jean-Pierre Moreau, vivant à Paris. Un sourire sinistre se dessina sur les lèvres de Rossi. Chloé était peu, être une femme d'acier, mais tout le monde a un point faible. Il avait choisi la méthode la plus lâche et la plus cruelle. Au lieu de s'en prendre directement à Chloé, il décida de viser la personne qu'elle aimait et voulait protéger le plus au monde, son grand-père, Jean-Pierre Moreau. C'était le seul moyen de briser une personne aussi forte que Chloé, et aussi le moyen le plus efficace de montrer sa force et d'envoyer un avertissement. Pendant ce temps, de retour à sa base de Lorient,
Chloé avait repris sa vie quotidienne, s'immergeant dans les entraînements. L'incident de Paris semblait temporairement oublié, mais elle n'oubliait jamais d'appeler son grand-père chaque soir pour prendre de ses nouvelles. Ce jour-là, après la fin de l'entraînement, Chloé l'appela de nouveau. Mais malgré plusieurs tentatives, il ne répondit pas. Cela n'était jamais arrivé. Un mauvais pressentiment commença à lui serrer le cœur. Au même moment, son téléphone reçut un message d'un numéro inconnu. Le message contenait une photo. En voyant la photo, les pupilles de Chloé se contractèrent. Elle resta figée sur place. Sur la photo, on voyait son grand-père, pieds et poings liés à une chaise, la bouche bâillonnée. Sous la photo, une courte phrase « Si tu veux que ton grand-père vive, viens seul ici. Prends un mot à la police et il ne sera plus de ce monde. » C'était une menace claire, le prélude d'une vengeance impitoyable. L'ennemi avait utilisé son statut de militaire contre elle. Ils avaient déclenché une guerre de la manière la plus officieuse et la plus lâche qui soit, contre une personne tenue de respecter les procédures et la discipline. Le visage de Chloé devint exsangue. La fureur, la douleur et un sentiment d'auto-accusation face à son impuissance la submergèrent. Mais elle était un officier des commandos marines, un soldat entraîné à ne pas perdre la raison dans les situations les plus extrêmes et à prendre la meilleure décision. Elle reprit son téléphone en tremblant. Cette fois, elle appela le capitaine Luc Dubois. « Capitaine Dubois, c'est Chloé Lambert. J'ai un problème. Mon grand-père a été enlevé. » La bataille solitaire et acharnée pour sauver son être le plus cher, tout en protégeant l'honneur et les principes d'un militaire, ne faisait que commencer. La voix de Chloé, transmise par le téléphone, était froide comme l'acier, mais au fond, on y devinait de fines fissures et une rage sourde, comme un magma en fusion. En entendant cette voix, le capitaine Luc Dubois sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une simple annonce d'enlèvement, c'était le grondement sanglant d'une louve dont on a enlevé le petit, adressé au prédateur qui avait violé son territoire. « Capitaine Lambert, où êtes-vous? Surtout, n'agissez pas seul. » C'est exactement ce qu'ils veulent. Malgré le cri d'alarme de Dubois, Chloé gardait son calme. Non, elle s'efforçait de se contrôler pour ne pas perdre la raison. Dans sa tête, des centaines, des milliers de calculs tactiques se déroulaient à la vitesse de la lumière. L'intention de l'ennemi, ses déplacements probables, les lieux possibles de sa cache, pour le pire scénario et les chances de survie. Sa chambre dans la caserne de Lorient se transforma instantanément en son propre centre de commandement officieux. Capitaine Dubois, écoutez-moi bien. Ce que je vais dire n'est pas une supposition, mais une analyse basée sur des faits. Premièrement, l'ennemi connaît parfaitement mon statut. Ils savent qu'en tant que militaire, je mettrai du temps à suivre les procédures officielles, et ils savent aussi ce que mon grand-père, mon unique parent, signifie pour moi. Ce n'est pas une simple vengeance, c'est un piège méticuleusement préparé pour me faire sortir du bois. Sa voix ne trahissait aucune émotion, seulement une analyse froide. Dubois resta silencieux un instant. Cette réaction était totalement différente de celle des familles de victimes habituelles. Elle ne sombrait pas dans le chagrin et la peur, mais abordait la crise comme une opération militaire. Deuxièmement, il se méfie énormément d'une intervention de la police. Me demander de venir seul n'est pas une simple menace utilisant la sécurité de l'otage comme garantie. Cela signifie qu'ils sont conscients que si la police et l'armée agissent de concert, toute leur organisation sera en danger. Ce qui, paradoxalement, confirme la possibilité qu'ils aient des protecteurs au sein même des institutions publiques. Troisièmement, ils ne feront pas traîner les choses, en raison de ma spécificité de militaire. Elles voudront régler ça rapidement, avant que l'affaire ne prenne de l'ampleur. Je pense qu'ils me recontacteront au plus tard cette nuit. Chloé parla d'une seule traite. Donc, capitaine Dubois,
Je vous demande de déployer le réseau d'enquête officiel, mais en même temps, de constituer secrètement une équipe d'élite capable d'agir dans l'ombre. Vous devez m'ouvrir la voie pour que je puisse infiltrer leurs repères. Je servirai d'appât. Servir d'appât. Le poids de ces mots serra le cœur du capitaine Dubois. C'était une déclaration qui mettait sa propre vie en jeu. Non, capitaine, c'est beaucoup trop dangereux. Nous trouverons un autre moyen. Capitaine Dubois, le coupa Chloé sèchement, c'est de mon grand-père qu'il s'agit. Et tout ça, c'est à cause de moi, c'est à moi de mettre un terme à cette histoire. Ce n'est pas l'ordre d'un militaire, mais la supplique d'une petite fille. Un court silence s'installa à l'autre bout du fil. Le capitaine Dubois était tiraillé entre ses principes de policier et sa conscience d'homme, mais il décida de faire confiance à cette soldate, Chloé Lambert. Elle n'était pas guidée par ses émotions. Elle avait la lucidité de trouver la voie la plus efficace et la plus précise, et elle avait la capacité de la suivre. D'accord, je ferai comme vous le souhaitez. Je vais immédiatement demander la coopération de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris et de la brigade de recherche et d'intervention, tout en contactant la DRR pour former une cellule de crise. Partez pour Paris immédiatement. Pendant ce temps, nous finaliserons tous les préparatifs. La décision était prise. Une machine énorme se mit en marche. Chloé rassembla immédiatement son équipement après avoir raccroché. Pas d'uniforme ni de rangée, mais une tenue de randonnée discrète et des baskets. Mais dans son sac à dos se trouvait le matériel de survie minimal, un couteau de combat, un garrot, une radio de petite taille et un GPS. Elle demanda à son supérieur une prolongation de permission d'urgence pour raisons familiales, puis traversa la nuit épaisse de l'Orient pour prendre le premier train pour Paris. En voyant son reflet dans la vitre froide du TGV, Chloé ne cessait de se répéter « Calme-toi, et Chloé, tes émotions sont ton pire ennemi ». Elle tentait de se remémorer les souvenirs de son grand-père, sa main chaude, son sourire bienveillant, son regard fier posé sur elle. Ces souvenirs n'étaient pas une source de tristesse qui la ferait flancher, mais la raison pour laquelle elle devait vaincre, gravée dans son cœur. À son arrivée à Paris à l'aube, le capitaine Dubois et des policiers en civil, au visage grave, l'attendaient. Ils la conduisirent dans un appartement sécurisé près du 36, quai des Orfèvres. À l'intérieur, un centre de commandement conjoint avait été installé. Sur un grand écran, une carte satellite du centre de Paris. Des enquêteurs de la police judiciaire, du RAID et des officiers de la DRRD s'activaient. La réunion de crise commença sur le champ. Le capitaine Dubois partagea les informations recueillies pendant la nuit. Le chef du clan des Radéquais est Victor Rossi, la quarantaine, un homme cruel et méticuleux. Son repère se situe probablement quelque part dans un vieil ensemble d'immeubles. Mais l'intérieur est un vrai labyrinthe avec de nombreux passages secrets, ce qui rend la localisation exacte très difficile. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre un contact de Rossi. Dès qu'ils vous communiqueront le lieu de rendez-vous, nous surveillerons toutes les communications dans un rayon de plusieurs kilomètres. En entendant l'explication d'un enquêteur, Chloé secoua la tête. Non, ils ne seront pas si négligents. Ils utiliseront probablement une carte SIM prépayée, un téléphone jetable ou communiqueront via un tiers. Ils ne nous laisseront pas le temps de les tracer. Ces paroles se vérifièrent. La réunion n'était pas terminée que le téléphone de Chloé reçut un nouveau message. Cette fois, pas de photo, mais une adresse et une heure laconique. Ce soir, 23 heures. Usine désaffectée de Vitry. Viens seul. L'usine désaffectée de Vitry. Un lieu complexe, abandonné depuis des années après l'arrêt d'un projet. Les alentours étaient dégagés, rendant toute approche extérieure difficile. La structure interne, complexe, était idéale pour qu'un petit groupe affronte un grand nombre. Un piège parfait pour attirer et anéantir un adversaire. Merde.
comme prévu, l'achat du bois. Mais le visage de Chloé était devenu plus calme. Maintenant que l'intention de l'ennemi était claire, il n'y avait plus de raison d'hésiter. Nous procédons comme prévu. J'entre la première. Un commandant du raid s'y opposa. Capitaine, c'est une mission suicide. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de l'otage. Il vaut mieux lancer un assaut simultané depuis l'extérieur. Commandant, ils tueront mon grand-père à la première vue d'un policier. Ce qu'ils veulent, c'est moi. Pendant que j'attire leur attention, vous resserrez discrètement le périmètre dans l'ombre. Quand je donnerai le signal, il ne sera pas trop tard pour attaquer. Son regard était empli d'une confiance inébranlable. Plus personne ne pouvait l'arrêter. Quelques heures avant l'opération, avec l'aide des policiers du raid, Chloé s'équipa. Sous une veste coupe-vent noire ordinaire, elle portait un gilet par lame fin. Sa montre était un dispositif de communication camouflé et un émetteur de signal d'urgence. Sous la semelle de sa chaussure était fixée une micro-balise GPS. Tous ces équipements transmettaient des signaux en direct à l'écran du centre de commandement. « Capitaine Lambert, vous devez absolument revenir saine et sauve. » La voix de Dubois était solennelle. Chloé hocha silencieusement la tête. Puis, seule, elle monta en voiture et se dirigea vers le lieu de rendez-vous à Vitry. Les rues de Paris, la nuit, étaient magnifiques, mais à ses yeux, elle n'était que d'un noir d'encre. Bientôt, elle devrait entrer seule dans la gueule du loup. Le grondement du loup solitaire était terminé. C'était maintenant l'heure de l'assassin silencieux, 23 heures. Le quartier de Vitry était aussi silencieux qu'une ville fantôme. Les rares lampadaires projetaient une lumière blafarde sur l'immense usine désaffectée, qui ressemblait à la gueule d'un monstre dévorant les ténèbres. Chloé gara sa voiture dans une ruelle à 200 mètres du point de rendez-vous et continua à pied. Ses pas étaient aussi légers que ceux d'un tchat, sa respiration régulière malgré la tension extrême. Via sa montre, son rythme cardiaque s'affichait sur l'écran du centre de commandement. 70 battements par minute, un calme stupéfiant. Début du rapport. Approche de l'objectif. Rien d'anormal aux alentours, murmura-t-elle dans sa montre. La voix du capitaine Dubois résonna dans son micro, écouteur. Bien reçu. Notre équipe a établi un périmètre de 500 mètres. Il ne prenait pas de risques inconsidérés. Le lourd portail en fer de l'usine était fermé. Alors que Chloé observait les environs, deux silhouettes émergèrent de l'ombre. C'étaient des sbires de Marco. Ils s'approchèrent avec un détecteur de métaux et la fouillèrent brutalement. « Si tu portes une arme ou un truc bizarre, ton vieux y passe. » Malgré la menace, Chloé resta silencieuse, les bras écartés, se laissant fouiller. Le détecteur ne repéra ni son couteau de combat, ni les autres dispositifs qu'elle dissimulait. Tout était fabriqué en matériaux composites, non métalliques. Après la fouille, les voyous lui firent signe d'entrer. Un grincement sinistre retentit lorsque le portail s'ouvrit et Chloé pénétra enfin au cœur du repère de l'ennemi. L'intérieur de l'usine était vaste et délabré. La faible lueur de la lune, filtrant à travers les vitres brisées du toit, dessinait les ombres étranges de vieilles machines poussiéreuses et de tas de ferraille. Une odeur âcre de métal rouillé et de moisissure flottait dans l'air. Les regards perçants des voyous postés un peu partout brillaient dans l'obscurité, tous convergeant vers Chloé. Elle estima leur nombre à plus de 20. Chloé s'efforça d'ignorer leurs regards, fixant droit devant elle. Et au centre de l'usine, sous la seule lumière allumée, un homme était assis sur une chaise, Victor aussi. À ses côtés se tenait Marco, et derrière, dans la pénombre, la silhouette de Metz. Moreau, ligoté à une chaise, jeté là comme un objet, son visage était tuméfié, sa bouche bâillonnée. À cette vue, le cœur de Chloé se glaça. Une vague de fureur brûlante lui monta à la tête, mais elle la scella hermétiquement sous la carapace de sa raison. Montrer ses émotions maintenant signifiait l'échec.
Te voilà enfin, capitaine Lambert. Enchanté de faire ta connaissance, devrais-je dire. Rossi esquissa un sourire narquois et se leva. Il tourna autour de Chloé, la jaugeant de haut en bas, comme s'il examinait une marchandise. Eh bien, c'est comme dans les rumeurs. Une sacrée femme osait entrer seule dans un endroit pareil. Les commandos marines doivent transformer les femmes en monstres, j'imagine. Relâchez mon grand-père. Ce que vous voulez, c'est moi, dit Chloé d'une voix sans expression. Rossi éclata de rire. Ah ah, on dirait bien une militaire. Une façon de parler si rigide et fade. Si tu veux négocier, tu dois d'abord te mettre à genoux. T'as pas encore compris dans quelle situation tu es. Marco s'approcha, voulant forcer Chloé à s'agenouiller. Mais avant même que sa main ne la touche, Chloé se mit à genoux d'elle-même, un geste sans la moindre hésitation. Ce n'était pas de la soumission, mais le choix du chemin le plus rapide pour atteindre son objectif. Bien, j'aime ça. Rossi parut satisfait et se posta devant elle. Tu te demandes pourquoi j'ai organisé tout ce cirque? Pour l'argent ou pour la vengeance? Un peu, oui, mais ce n'est pas tout. Ce que je veux, c'est un message. Un message qui dit qu'à Paris, le roi, c'est Victor Rossi. Je dois montrer à tout le monde que quiconque ose me défier sur mon territoire, qui que ce soit, même un militaire payé par l'État, finira écrasé comme ça, misérablement. Il lui attrapa brutalement le menton et le releva. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Te tuer, c'est trop banal. Il faut que je déchire en 1000 morceaux ton esprit de soldat et ta fierté arrogante, pour que tu ne puisses plus jamais relever la tête. Pendant que Rossi prononçait ces paroles abjectes, les yeux de Chloé ne cessaient de bouger. Elle mesurait la distance qui la séparait de lui, analysait la position et l'armement des voyous, et surtout traçait dans sa tête le chemin le plus court vers la chaise où son grand-père était attaché. À ce moment, Monsieur Moreau, ligoté, commença à se débattre désespérément, émettant des gémissements étouffés. Bien qu'il ne puisse parler, son regard disait clairement à Chloé « Ne cède pas pour moi. Tu es ma fierté, tu es un soldat. » Ce regard de son grand-père dissipa la dernière hésitation dans le cœur de Chloé. Elle regarda Rossi droit dans les yeux. Son regard n'était plus ni craintif ni furieux. C'était le regard froid et impassible d'un prédateur suprême face à sa proie. « Si ce que tu veux est un message, j'en ai un pour toi aussi, » dit Chloé à voix basse. Alors que Rossi demandait quoi, le corps de Chloé jaillit comme un ressort. Depuis sa position agenouillée, elle explosa vers le haut, donnant un violent coup de tête dans le menton de Rossi. Crac, un bruit sec retentit. Rossi poussa un cri et tomba à la renverse. C'est à cet instant que Chloé cria, tout en activant le bouton d'urgence de sa montre. Son cri était le signal du début de l'opération. Simultanément, elle arracha le pistolet des mains de Rossi et plongea se mettre à couvert derrière une machine. Chopez-la. Hurla Marco, reprenant ses esprits. La horde de voyous se rua sur Chloé, mais quelque chose fut plus rapide que... Boum, boum, les fenêtres et les murs décrépits de l'usine explosèrent en morceaux. Des grenades assourdissantes éclatèrent, aveuglant temporairement tout le monde, tandis que des grenades lacrymogènes répandaient une épaisse fumée. À travers ce chaos, des silhouettes noires du raid descendirent en rappel du toit et firent irruption par les ouvertures créées. Dans l'obscurité, les points rouges des viseurs lasés dansaient sur les corps des voyous. Ne bougez plus, tout le monde main sur la tête, à terre. Les sommations, amplifiées par un mégaphone, résonnèrent dans l'usine comme le prélude de l'enfer. La louve, isolée dans l'antre de l'ennemi, n'était pas seule. Derrière elle, il y avait le soutien de tout un appareil d'État. C'était désormais l'heure d'une chasse à l'homme unilatérale. Dans le champ de bataille chaotique, dominé par la lumière et le son des explosions,
Chloé se déplaçait sans la moindre hésitation. Son premier objectif n'était ni Rossi ni Marco, mais la sécurité de son grand-père, Jean-Pierre Moreau. Elle sortit de sa cachette, tirant avec précision dans les jambes de 2 voyous qui se précipitaient vers lui. Pan, pan, le son sec des tirs fut noyé par les cris. Bien que ce fussent des balles en caoutchouc, elles étaient assez puissantes pour briser les os. Papy. Chloé arriva rapidement à ses côtés, utilisant le couteau de combat dissimulé pour couper les cordes qui le liaient. Après lui avoir retiré son bâillon, Monsieur Moreau toussa et haleta. « Chloé, sors d'ici vite. » « Ne vous inquiétez pas, tout est fini. » Chloé l'aida à se mettre à l'abri derrière un pilier. Immédiatement, des policiers du raid levèrent leurs boucliers, formant un mur protecteur autour d'eux. Les communications radio crépitaient, otages sécurisés, équipe médicale entrée. Pendant ce temps, l'intérieur de l'usine était un chaos total. Face à l'action coordonnée et professionnelle du raid, les membres du clan des rats des couettes tombaient comme des feuilles mortes. Le combat entre des opérateurs d'élite et une bande de voyous était inégal dès le départ. Ceux qui résistaient étaient neutralisés par des tasers et des balles en caoutchouc. Ceux qui tentaient de fuir étaient interceptés par les enquêteurs de la PJ qui avaient parfaitement bouclé le périmètre. Le capitaine Dubois, qui suivait l'opération en direct depuis le véhicule de commandement, serra les poings. L'infiltration audacieuse de Chloé, le timing parfait de son signal et l'assaut rapide du raid avaient créé une symphonie tactique parfaite. Où est Rossi? Il ne doit surtout pas s'échapper. Alors que Dubois criait, des coups de feu retentirent de nouveau dans l'usine. Cette fois, ce n'étaient pas des balles en caoutchouc, mais des balles réelles. Rossi, revenu à lui, avait sorti une autre arme qu'il dissimulait et tirait frénétiquement pour se frayer un chemin. « Dégagez, sinon je le bute !» Rossi attrapa un de ses hommes tombés à proximité et s'en servit comme bouclier humain, se dirigeant vers une petite porte à l'arrière de l'usine. Elle menait sans doute à un passage secret que lui seul connaissait. Merde, les opérateurs n'osaient pas tirer à cause de l'otage. Cette hésitation d'une seconde permit à Rossi de se rapprocher de la porte. C'est alors que Chloé, derrière son pilier, se remit en mouvement. Elle confia son grand-père au policier et fonça vers Rossi. « Capitaine, c'est dangereux. » Le cri d'un policier lui effleura l'oreille, mais elle ne s'arrêta pas. Au lieu de courir en ligne droite, elle utilisa les tas de ferraille et les machines comme obstacles, se déplaçant en zigzag pour réduire la distance. Son mouvement était comme une flamme imprévisible. Salope, Rossi tira dans sa direction. Pin, 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 les balles s'écrasèrent dans un baril de métal où elle venait de se cacher, faisant jaillir des étincelles, mais Chloé était déjà ailleurs. Elle enchaîna les sauts et les roulades pour éviter les tirs et se retrouva bientôt à moins de 10 mètres de lui. Jugeant qu'elle n'avait plus d'endroit où se cacher, Chloé décida de porter le coup final depuis son dernier abri. Elle fit glisser son pistolet au sol et cria « Rossi, ton adversaire, c'est moi. Arrête de te cacher comme un lâche, bats-toi comme un homme. » En abandonnant son arme, elle capta toute l'attention de Rossi. Simultanément, elle fit un signe de la tête au voyou pris en otage. Au moment où Rossi était distrait, le voyou mordit de toutes ses forces la main qui le tenait. Alors que Rossi, hurlant de douleur, lâchait son arme, Chloé bondit dans les airs. Son coup de pied, d'une précision chirurgicale, frappa le poignet de Rossi. Le pistolet vola dans les airs et, à la réception, Chloé pivota et lui asséna un violent coup de coude à l'abdomen. Le corps massif de Rossi se plia en deux, il poussa un cri et s'effondra. Tout était fini en un clin d'œil. Chloé immobilisa Rossi au sol avec son genou sur sa poitrine, lui tordit les bras dans le dos et le maîtrisa complètement. Un instant plus tard, les enquêteurs arrivèrent et lui passèrent les menottes. L'opération était terminée. Le clan des Radekwe était anéanti.
En sortant de l'usine, le ciel à l'est commençait à s'éclaircir. La nuit d'enfer était terminée et l'aube arrivait. M. Moreau fut placé dans une ambulance, serrant la main de Chloé sur le brancard. « Merci, ma petite. Et pardon. » En voyant les larmes perler au coin de ses yeux, Chloé put enfin pousser un long soupir de soulagement. Ses propres yeux s'embuèrent. L'affaire était temporairement réglée, mais le visage du capitaine Dubois n'était pas entièrement serein. Il montra à Chloé un carnet saisi sur Aussi. À l'intérieur, d'innombrables noms, dates et chiffres colossaux ressemblant à un code. Cela ressemblait à un registre d'activités illégales et de pots de vin. Ces types ne sont pas de simples voyous. Ils gèrent des sites de jeux en ligne illégaux, des arnaques téléphoniques à grande échelle. Et regardez, vous voyez ce nom? Là où Dubois pointait, on lisait « Bureau du député Alain de Villiers », accompagné de notes sur des transferts réguliers de sommes importantes. Alain de Villiers, un député en exercice, pressenti pour un poste important à l'avenir, nous n'avons attrapé que la queue du serpent, le vrai cerveau est ailleurs. En entendant Dubois, Chloé baissa les yeux sur le carnet. Elle sentit que son combat n'était pas encore terminé. La petite étincelle née au jardin du Luxembourg se propageait maintenant, devenant le prélude d'un chœur flamboyant, capable de secouer le pays tout entier. En entendant la sirène de l'ambulance se diriger vers l'hôpital, Chloé leva les yeux vers le ciel naissant de Paris. Son regard était froid, mais aussi déterminé que l'aube. La sirène de l'ambulance, qui avait déchiré l'air froid du petit matin, s'éteignit. Dans le couloir blanc de l'hôpital ne restait que l'odeur d'antiseptique et un vague sentiment de soulagement. Chloé était assise en silence au chevet de son grand-père, Jean-Pierre Moreau. Après les premiers soins et sa stabilisation, il était difficile de croire, après la nuit qu'il venait de vivre, que le monde extérieur accueillait le matin avec une telle paix. En prenant sa main calleuse, les vagues d'émotions si longtemps contenues déferlèrent enfin. La culpabilité d'avoir mis son unique parent en danger, le soulagement de l'avoir protégé, et enfin, une profonde indignation face à la laideur de la société. Tout se mélangeait, pesant sur sa respiration. Chloé. M. Moreau, qui somnolait, ouvrit doucement les yeux. Sa voix était rauque, mais son regard était plus vif que jamais. « Comment vous sentez-vous, papy ?» Le médecin a dit qu'avec quelques jours de repos, vous seriez sur pied. « Je vais bien. Les os d'un vieux comme moi sont solides. L'important, c'est toi. Tu n'as rien, seul face à ces monstres. » Maître Moreau ne termina pas sa phrase, se contentant de serrer plus fort la main de Chloé. Le tremblement qui parcourait sa main n'était pas de la peur, mais de l'amour et de l'inquiétude pour sa petite fille si fière. « Je vais bien aussi, papy, je suis un soldat, après tout. » Chloé essaya de sourire. En voyant ce sourire, Monsieur Moreau hocha doucement la tête. « Oui, tu es un soldat, la meilleure soldate du pays. Mais Chloé, souviens-toi de ça. Les ennemis les plus redoutables ne sont pas ceux qui tiennent des fusils et des couteaux, mais les ennemis invisibles qui ont un visage humain mais te poignardent dans le dos. J'en ai vu beaucoup sur le champ de bataille. La guerre qui t'attend sera encore plus difficile. Ne te perds jamais. » Les paroles de son grand-père, comme une prophétie, se gravèrent dans le cœur de Chloé. Et cette prophétie se réalisa de manière effroyable et rapide. Au même moment, au bureau de la brigade criminelle, l'ambiance était électrique, comme celle de chasseurs devant leur butin. Le carnet secret de Rossi était une véritable boîte de Pandore. Ce n'était pas un simple livre de contes d'un gang. Il contenait des détails sur toutes les activités illégales du centre de Paris, des transactions obscures avec de grandes entreprises, et au sommet de tout, des fonds politiques illégaux colossaux versés régulièrement au député Alain de Villiers. Avec ça, de Villiers est fini. Le pays tout entier va trembler. Un jeune enquêteur ne put cacher son excitation.
Le capitaine Dubois, oubliant la fatigue d'une nuit blanche, vérifiait chaque nom dans le carnet, assemblant les pièces d'un gigantesque complot criminel. L'enquête conjointe avec les officiers de la DRED se déroulait sans accroc. Tout semblait mener droit à la justice, mais ce qui les attendait n'était pas une voie royale, mais un mur invisible et gigantesque. Le premier obstacle vint du parquet. La demande d'acquisition du bureau du député de Villiers, une formalité en apparence, fut rejetée pour un motif inacceptable, preuve insuffisante, une décision prise malgré la preuve matérielle évidente du carnet. C'est une blague, Dubois frappa la table de colère. Il contacta immédiatement le procureur en charge, mais ne reçut que des réponses évasives et protocolaires. Le sentiment qu'une force immense entravait l'enquête grandit en lui. Ce sentiment devint rapidement une certitude. L'après-midi même, Dubois fut convoqué par le préfet de police. Dans l'atmosphère pesante de son bureau, il dut faire face à une pression flagrante pour arrêter l'enquête. Dubois, écoutez, Rossi est arrêté, arrêtons-nous là. Démanteler un gong, assurer la sécurité des citoyens, c'est une belle image. Pourquoi chercher la petite bête? Le député de Villiers n'est pas n'importe qui, c'est un homme destiné à de grandes choses pour le pays. Si vous tenez à votre carrière, vous devriez savoir où sont les limites. La voix du préfet était douce, mais la menace sous-jacente était glaciale. Dubois serra les poings, mais face à la hiérarchie écrasante de l'institution, il ne put rien dire. La pression ne s'arrêta pas à la police. La main invisible s'étendit jusqu'à Chloé, retournée à sa base de Lorient. Un haut gradé de la Marine nationale lui rendit une visite surprise. Devant le commandant de la base et d'autres officiers, il fit semblant de la féliciter, tout en lui adressant un message d'avertissement subtil. Le capitaine de corvette Lambert a accompli un acte très courageux. C'est une fierté pour la marine. Mais un militaire doit rester fidèle à sa mission. S'ingérer trop profondément dans les affaires civiles et sociales n'est pas souhaitable, surtout quand il s'agit de politique. Votre avenir est prometteur, capitaine. Créer des malentendus inutiles ne vous serait d'aucune utilité. Vous me comprenez? C'était un avertissement clair. Un ordre implicite, au nom de l'armée, de ne plus se mêler de l'affaire. Chloé salua et répondit « Compris, mon amiral », mais dans ses yeux, une flamme froide s'alluma, la situation empira. Quelques vieillards qui avaient témoigné au jardin du Luxembourg changèrent soudainement leur déposition, manifestement sous l'effet de pots de vin et de menaces. Même Rossi, en détention, refusa soudain de parler et exerça son droit au silence. Son avocat fut remplacé par un ténor du barreau, issu d'un des plus grands cabinets du pays, un homme aux relations étendues dans le monde judiciaire. Le mur de défense juridique qu'ils érigèrent était imprenable. Toutes les preuves perdaient peu à peu de leur force, et la vérité risquait d'être enterrée sous l'ombre d'un pouvoir immense. Cette nuit-là, Chloé apprit toute la situation par Dubois et ressentit une profonde impuissance. Les moments où elle avait risqué sa vie dans l'usine désaffectée devenaient vains. Les ennemis armés n'étaient pas aussi redoutables que ceux qui se cachaient derrière la loi et les institutions, brandissant des lames invisibles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. La voix de Chloé trahissait son urgence. Dubois resta silencieux un long moment, puis dit d'une voix grave, comme s'il avait pris sa décision. Par les voies officielles, c'est terminé. Mais la guerre, elle, n'est pas finie. Ils pensent qu'on va abandonner. C'est justement ça qu'on doit exploiter. À partir de maintenant, on commence une guerre qui n'existe dans aucun dossier. C'était une déclaration de défiance envers l'ordre de sa hiérarchie, une décision de se battre seul, une décision risquée qui exigeait de tout miser. « J'en suis », répondit Chloé sans la moindre hésitation. C'était peut être une violation de ses devoirs de militaire, mais elle se souvint des mots de son grand-père. Ce qu'il avait protégé, ce n'était pas de grands idéaux, mais la vie quotidienne précieuse des gens simples.
Dans un monde où des gens comme De Villiers détenaient le pouvoir, la vie simple des citoyens ne serait jamais protégée. Au téléphone, dans le silence des deux interlocuteurs, une alliance invisible s'était formée. Dans l'ombre, là où la lumière du monde ne pouvait atteindre, leur combat solitaire pour la vérité allait commencer. Au lieu de désespérer face au mur immense, ils décidèrent non pas de le briser, mais de devenir le courant souterrain qui s'infiltre dans les lieux les plus profonds et secrets. Lorsque le réseau d'enquête officielle fut démantelé, un nouveau front se forma. C'était une alliance de l'ombre, liée non pas par des papiers et des sceaux, mais par la confiance et la conviction. Chloé et Luc Dubois, chacun à son poste, mais visant le même objectif. Ils passèrent à l'action. Chloé obtint une mission de longue durée sous prétexte de développer un programme d'entraînement spécial pour le renseignement en conditions climatiques extrêmes. En apparence, une mission parfaite, mais sa destination réelle était Paris. Elle avait gagné du temps pour se déplacer librement, loin de la surveillance de l'armée. Dubois ne partagea le secret qu'avec quelques membres de son équipe en qui il avait une confiance absolue. Officiellement, il feignait de se concentrer sur la traque des derniers membres du clan des Rats des Quais. Mais à deux, affronter une force aussi colossale était insuffisant. Ils avaient besoin d'un allié capable d'analyser l'information et de devenir leurs yeux et leurs oreilles dans l'ombre. Sur la suggestion de Dubois, ils contactèrent une personne. C'était Léo Martin, un hacker légendaire de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui avait été renvoyé après avoir dénoncé une affaire de corruption interne. Il tenait désormais une petite boutique de réparation informatique rue Montgalais, son nom de code, Lynx. Il peut décrypter les codes du carnet de Rossi et remonter les flux financiers. Il est brillant, mais il ne voudra plus jamais se mêler de ce genre d'histoire. Comme le craignait Dubois, Léo refusa catégoriquement leur proposition. La justice, la vérité. Vous avez oublié dans quel état j'ai fini en poursuivant ces choses-là? Je veux juste vivre une vie normale. Je n'ai pas l'intention de jouer les Don Quichotte contre les moulins à vent. Face à son refus glacial, alors qu'il s'apprêtait à partir, Chloé prit la parole. Monsieur Martin, l'affaire de corruption qui vous a coûté votre poste a été étouffée à l'époque où Monsieur de Villiers siégeait dans une commission parlementaire clé. En entendant Chloé, le regard de Léo vacilla. Elle avait passé la nuit à analyser son dossier. L'institution qui vous a trahi et le pouvoir qui a piétiné votre justice s'unissent maintenant pour dévorer ce pays. Il ne s'agit pas de vengeance. C'est une proposition de nous aider à protéger les valeurs minimales que vous avez autrefois tenté de défendre. Personne d'autre que vous ne peut déchiffrer ce code. Le plaidoyer sincère de Chloé raviva une flamme depuis longtemps éteinte dans le cœur de Léo. Il hésita longuement, puis, avec un soupir, il ouvrit son ordinateur portable. Merde. Juste pour cette fois. Et c'est ainsi que Lynx rejoignit l'Alliance. Sa participation fut un atout majeur. Il commença à reconstituer numériquement le carnet de Rossi et à analyser son système de cryptage complexe. Après des jours et des nuits de travail acharné, il finit par identifier les flux financiers passant par des dizaines de sociétés écrans et de comptes à l'étranger utilisés pour le blanchiment d'argent. Et il découvrit que la destination finale de cet argent était le compte d'une caisse noire d'une grande entreprise de construction liée à De Villiers, tenez, BTP Lafayette. Ces dernières années, elle a raflé presque tous les marchés publics, notamment le projet d'écoquartier Green Valley en grande banlieue. Il y a quelque chose de louche, le coût du projet est anormalement gonflé et le rapport d'impact environnemental a été approuvé à la va-vite. L'information trouvée par Lynx fournit une nouvelle piste. Chloé et Dubois commencèrent immédiatement à enquêter sur le projet Green Valley. Mais sur le papier, tout semblait légal. C'est alors qu'un soutien décisif vint d'un endroit inattendu.
Les vieillards du jardin du Luxembourg, après sa sortie de l'hôpital. M. Moreau avait décidé de faire quelque chose pour aider Chloé et Dubois. Avec ses vieux amis, il fonda l'amicale des boulistes du Luxembourg. Ils commencèrent à utiliser leur réseau de relations de personnes âgées à travers tout Paris. Bien qu'ils ne soient que de simples retraités jouant à la pétanque, leur expérience de la vie et le réseau d'information qu'ils avaient tissé pendant des décennies n'avaient rien à envier à un service de renseignement. Ceux de Villiers, déjà jeune, c'était une crapule. À l'époque de l'expropriation de notre quartier, il avait ramené des gros bras pour nous intimider. Il n'arrête pas de parler de l'aide de monsieur le député. Les bribes d'informations des anciens, combinées à l'expérience d'enquêteur de Dubois, permirent de reconstituer le puzzle. Ils finirent par découvrir la vérité sordide du projet Green Valley. De Villiers avait reçu des fonds occultes en échange de faveurs accordées à BTP Lafayette. Pour réduire les coûts, l'entreprise n'avait pas traité ses déchets industriels toxiques comme l'exigeait la loi, mais avait enfoui illégalement des dizaines de milliers de tonnes de ces déchets dans une colline près du site du projet. Le clan des rats des quais de Rossi servait de milice pour sécuriser le site et menacer les riverains qui protestaient. Toutes les pièces s'emboîtaient, mais il leur manquait la preuve décisive. Sans prendre en flagrant délit l'enfouissement illégal, ils ne pourraient pas faire tomber de Villiers. Le site est surveillé par une équipe de sécurité privée qui contrôle étroitement les accès. C'est une véritable petite armée. Une approche imprudente serait suicidaire, prévint Dubois. Chloé dit alors avec détermination, « Alors il faut y aller et récupérer les preuves nous-mêmes. »« Capitaine, c'est trop dangereux. Cette fois, c'est différent. C'est pourquoi, cette fois, je n'irai pas seule. » Chloé déplia une carte. Ses yeux avaient déjà tracé le chemin d'infiltration le plus efficace et le plan d'opération. Dubois assurait les communications et la voie de repli depuis le périmètre extérieur. Lynx se chargerait de pirater le système de caméras et le réseau de télécommunications autour du site. J'irai au cœur du silence, là où c'est le plus profond. L'Alliance de l'ombre était maintenant face à son opération la plus périlleuse pour prouver sa raison d'être. Ce n'était pas seulement pour dénoncer la corruption, c'était la contre-attaque des héros silencieux, visant droit au cœur du pouvoir pourri, qui sacrifiait la santé et la sécurité des citoyens pour s'enrichir. Opération chasse au renard. Cible. Le repère de Villiers et de BTP Lafayette, le site d'enfouissement illégal de déchets en banlieue parisienne. Nuit de l'opération, une obscurité pesante et une tension palpable enveloppaient la zone. Chloé appliqua de la peinture de camouflage sur son visage et enfila une combinaison d'intervention noire moulante. Sur son dos, un petit sac contenant l'équipement minimal pour l'infiltration. Lynx fit un rapport de situation depuis une camionnette banalisée garée à 2 km du site, où Dubois était devant plusieurs écrans. Actuellement, 8 gardes en périmètre extérieur, divisés en 4 patrouilles de 2. 2 dans la tour de guet centrale, 3 au bureau de chantier, 16 caméras au total, avec un cycle de 5 minutes. À partir de maintenant, je mets les images des caméras 3 et 7 en boucle pendant 30 secondes. Point d'infiltration, la clôture nord-est, top départ. À peine Lynx eut-il fini sa phrase que le corps de Chloé se mit en mouvement. Elle se fondit dans l'obscurité, s'approchant silencieusement de la clôture. Avec une pince Monseigneur, elle coupa un segment de grillage, créant une ouverture juste assez grande pour une personne. Elle se glissa à l'intérieur avec la souplesse d'un serpent. Dès qu'elle pénétra dans l'antre du renard, l'atmosphère changea. Une odeur âcre de produits chimiques et de terre en décomposition lui piqua les narines. Chloé mit tous ses sens en alerte, se déplaçant à l'aide de lunettes de vision nocturne, exploitant les ronds des gardes et les angles morts des caméras fournis par Lynx. Ses mouvements étaient une œuvre d'art, comme si elle n'avait jamais été là. Elle marchait sur l'ombre,
traversant la nuit en direction de sa cible, le bureau de chantier. Le bureau était un bâtiment préfabriqué, mais la surveillance y était bien plus stricte qu'ailleurs. Chloé se cacha derrière un tas de débris à l'arrière du bâtiment, attendant le bon moment. « Capitaine, ça bouge à l'intérieur. » Aux prudence. Avec l'avertissement de Dubois, la porte du bureau s'ouvrit. Un garde sortit pour fumer. Chloé retint sa respiration. Les battements de son cœur semblaient résonner dans le silence. Le garde se tenait à quelques mètres de sa cachette, fumant longuement. Une minute s'écoula comme une éternité. Finalement, lorsque le garde rentra, Chloé bougea de nouveau. Elle repéra une petite bouche d'aération à l'arrière du bureau. Bien qu'elle semblât trop petite, pour elle, c'était suffisant. À l'aide d'un fil spécial, elle dévissa silencieusement la grille, puis, avec une souplesse incroyable, se glissa dans le conduit étroit. À l'intérieur du bureau flottait une odeur de fumée et de sueur. 2 gardes jouaient aux cartes en bavardant. Depuis le conduit de ventilation au plafond, Chloé écouta leur conversation. « Paraît qu'il y a un grand patron qui vient ce soir. C'est pour ça que la surveillance est renforcée. » « Un grand patron, Monsieur de Villiers? À part lui, qui veux-tu que ce soit? La semaine prochaine, il y a une inspection du ministère de l'Environnement. Il doit venir en personne pour arranger les choses. Une information capitale. De Villiers venait ici en personne. La preuve irréfutable qu'ils cherchaient venait à eux. Chloé changeait du plan. Il ne s'agissait plus seulement de voler des documents, elle devait obtenir une preuve vidéo de la présence de Villiers sur le site. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, Chloé se laissa glisser hors du conduit et se cacha sous un bureau. Elle sortit une micro-caméra en forme de bouton et un micro-espion de son sac. Elle les plaça discrètement à un endroit offrant la meilleure vue sur le bureau. Il ne restait plus qu'à trouver la preuve principale, les documents originaux sur l'enfouissement illégal. Elle évita le regard des gardes, s'approcha d'une armoire métallique verrouillée et, avec un passe-partout, l'ouvrit sans un bruit. À l'intérieur, des dizaines de dossiers estampillés confidentiels. Alors qu'elle cherchait, le bruit de plusieurs voitures approchant se fit entendre. « Capitaine, la cible est arrivée, c'est de Villiers. » La voix pressée de Lynx résonna. Le cœur de Chloé s'arrêta. Plus de temps à perdre. Elle fourra quelques-uns des dossiers les plus importants dans sa combinaison et referma l'armoire. La porte s'ouvrit. Le député Alain de Villiers, accompagné du directeur de BTP Lafayette, entra. Son visage arborait l'arrogance de l'homme ivre de pouvoir. Où en est le travail? Avant l'inspection de la semaine prochaine, s'il y a la moindre fuite, on est finis tous les deux. Soyez tranquille, monsieur le député. On recouvre de terre, on plante quelques arbres, et dans 100 ans, personne ne saura rien. L'eau du coin est déjà polluée, alors qui s'en rendra compte? Ah! Le rire abject du directeur résonna dans le bureau. Sous le bureau, Chloé enregistrait toute la conversation, serrant les poings à s'en faire saigner. Son corps tremblait de rage, mais ce n'était pas le moment. Lorsque de Villiers sortit inspecter le site, Chloé devait trouver un moyen de s'échapper. Mais le conduit par lequel elle était entrée était maintenant dans le champ de vision des gardes. La seule issue était la fenêtre. Elle sortit une grenade fumigène. La jeter créerait le chaos, mais c'était le seul moyen. Au moment où elle s'apprêtait à la dégoupiller, un imprévu survint, et la serrure de l'armoire est rayée. Un garde à l'œil vif avait repéré une minuscule marque sur la serrure. Il parut suspicieux, la main sur son arme. « Y a quelqu'un qui est entré ?» Vérifiez partout. La situation devint critique. Avant même d'avoir pu exécuter son plan d'évasion, elle risquait d'être découverte. Chloé retint son souffle. Dans l'espace exigu et sombre sous le bureau, les lourdes bottes du garde s'approchaient.
La chasse dans l'antre du renard s'était transformée en une lutte acharnée pour la survie. Dans l'obscurité sous le bureau, où le temps semblait s'être arrêté, Chloé retint son souffle, craignant que les battements de son cœur ne soient entendus. Tous ses nerfs étaient concentrés sur le bruit des bottes qui se rapprochaient. Tout son entraînement, toute son expérience semblait se résumer à cet instant. Si elle était découverte, tout serait fini. Pas seulement elle, mais le sacrifice de son grand-père, la confiance de Dubois, le courage de Lynx et les efforts de tous ceux qui les avaient aidés en secret, tout serait réduit à néant. Les bottes s'arrêtèrent juste devant le bureau. Il ne manquait plus que le garde se baisse pour vérifier. Chloé banda les muscles de ses jambes, se préparant au pire. Le moment où elle devrait exécuter son plan, avec moins de 10% de chance de succès, neutraliser le garde, briser la fenêtre et s'enfuir, était arrivé. À cet instant précis, boum, une explosion sourde retentit. Toutes les lumières et les écrans du bureau s'éteignirent d'un coup. Un silence et une obscurité parfaite enveloppèrent les lieux, comme si toute lumière et tout son avaient été aspirés. Après une seconde de silence, le chaos s'installa. Qu'est-ce qui se passe? Une coupure de courant? Non, on dirait que le transformateur a explosé. Les cris de panique des gardes résonnèrent dans le noir. Dans l'écouteur de Chloé, la voix excitée de Lynx retentit. J'ai surchargé et fait sauter le transformateur de tout le secteur. Tu as 90 secondes avant que le système de secours ne se déclenche. Capitaine, c'est maintenant. 90 secondes. Une fenêtre d'opportunité créée par Lynx. Chloé n'hésita pas une seconde et se glissa hors de sous le bureau. Dans le noir, les yeux humains sont inutiles, mais pour Chloé, habituée aux infiltrations nocturnes, l'obscurité était sa meilleure alliée. Se fiant uniquement au mouvement et aux voix des gardes paniqués pour les localiser, elle glissa silencieusement entre eux vers la fenêtre. Elle ouvrit la fenêtre. Dehors, c'était aussi le noir complet. Les gardes affolés balayaient les environs avec leurs lampes torches en criant. Elle posa un pied sur le rebord, sauta légèrement et disparut dans l'ombre. « Capitaine, vous êtes en sécurité ?» Dans la camionnette, Dubois demanda, anxieux. « Sortie réussie. »« Rendez-vous au point de ralliement », répondit brièvement Chloé, puis elle courut à toute vitesse vers le lieu d'exfiltration convenu, mais leur chance s'arrêta là. Alors que Chloé était presque sortie du site, le système électrique de secours se mit en marche, accompagné d'une sirène stridente. Des projecteurs s'allumèrent. C'est alors que De Villiers et ses hommes comprirent. L'armoire du bureau a été forcée, des documents ont disparu, et ça, c'est un micro-espion. En réalisant la présence d'un intrus, le visage de Villiers se tordit de rage. Il comprit que ce n'était pas une simple panne. Tout le monde dehors. Pas une fourmi ne doit sortir d'ici. Amenez-le-moi vivant. Sur l'ordre de Villiers, des dizaines de gardes et de voyous montèrent dans leurs véhicules et se lancèrent dans une poursuite effrénée. Lorsque la vieille berline de Dubois récupéra Chloé au point de rendez-vous et s'engagea sur la route, un nuage de poussière s'éleva. Derrière eux, les phares de dizaines de voitures clignotaient. « Merde, on est repéré. Accroche-toi. » Dubois écrasa l'accélérateur. Le vieux moteur rugit. Une course-poursuite mortelle commença sur une route de campagne obscure. Les voitures derrière eux se déplaçaient de manière organisée, tentant de les encercler. Elles se rapprochaient, percutaient leurs voitures, leur faisaient des queues de poisson. Après plusieurs chocs, la voiture tanguait violemment. « On va se faire attraper. Il n'y a pas une autre route ?» Au cri de Chloé, Dubois serra les dents. « Il y a un raccourci, mais c'est un chemin de terre. » Il donna un coup de volant, quittant la route goudronnée pour un sentier étroit. La voiture fut violemment secouée, mais ils réussirent à semer quelques-uns des plus gros véhicules. Cependant, quelques voitures tenaces les suivaient toujours. « Capitaine, dans 500 mètres, il y a un carrefour. À droite,
c'est une impasse. Il faut prendre à gauche, indiqua Lynx, qui suivait leur progression sur une carte satellite. Mais en approchant du carrefour, un énorme tracteur leur bloqua le passage, avançant lentement comme si le temps s'était arrêté. Une situation désespérée. Putain, alors que Dubois s'apprêtait à frapper le volant, une voix inattendue retentit dans l'écouteur de Chloé. C'était celle de son grand-père. « Chloé, tu m'entends ?» Le tracteur, c'est un des nôtres, reste derrière lui sans t'inquiéter. L'amicale des boulistes du Luxembourg était passée à l'action. Après avoir été informé de la situation par Lynx, M. Moreau et ses amis avaient contacté un ancien camarade vivant dans la région pour gagner du temps. Lorsque les poursuivants approchèrent, le tracteur s'arrêta au milieu de la route comme s'il était en panne. Pendant ce temps, la voiture de Dubois prit tranquillement la route de gauche. Incroyable. Les anciens ont réussi. Dubois éclata de rire, un rire mêlé de gratitude et d'incrédulité. Finalement, après avoir complètement semé leurs poursuivants et rejoint l'autoroute menant à Paris, le ciel à l'est s'éclaircissait. Dans la voiture, avec une fatigue extrême, se trouvaient des preuves inestimables qui pourraient changer le cours de l'histoire. Ils ne se rendirent ni au commissariat ni au parquet. Au lieu de cela, ils allèrent à la rédaction d'un journal d'investigation en ligne, le média le plus réputé et intègre, pour jouer leur dernière carte et miser le tout pour le tout. Ce soir-là, le journal de 20 heures réécrivit l'histoire de France. Avec la voix solennelle du présentateur, les images exclusives obtenues par le journal inondèrent les écrans. La scène du député de Villiers discutant avec le directeur de BTP Lafayette sur le site d'enfouissement illégal. Sa voix, l'eau du coin est déjà polluée, alors qui s'en rendra compte, diffusée en direct dans tout le pays. Suivaient les contrats douteux et les livres de compte de la caisse noire que Chloé avait risqué sa vie pour récupérer. Avec les résultats des analyses des déchets et la modélisation de la pollution des nappes phréatiques réalisée par Lynx, le monde fut secoué. L'indignation du peuple se propagea comme un incendie. Le lendemain, la une de tous les journaux et les bulletins d'information affichaient le visage hideux de De Villiers. Internet était paralysé par les condamnations. Les autorités et le monde politique se dépêchèrent de se dédouaner. Finalement, sous la pression de l'opinion publique, une commission d'enquête spéciale fut créée. Acculé, De Villiers nia tout, mais il restait un coup fatal à porter. Victor Rossi, après avoir vu les informations depuis sa cellule, avoua tout et révéla sa relation avec De Villiers. Lorsque le navire commence à couler, les rats sont les premiers à sauter. Finalement, le député Alain de Villiers connut l'humiliation d'être menotté en pleine séance à l'Assemblée nationale, devenant le premier député en exercice à être arrêté de cette manière. Le directeur de BTP Lafayette et les autres personnes impliquées, ainsi que les hauts fonctionnaires de la police et du parquet qui avaient reçu des pots de vin et entravé l'enquête, furent arrêtés les uns après les autres. Un gigantesque réseau de corruption s'était enfin effondré. Après la fin de l'affaire, le capitaine de corvette Chloé Lambert passa en conseil de discipline. S'ingérer de sa propre initiative dans une affaire civile, violer les ordres de ses supérieurs, était une violation flagrante du code de justice militaire. Une sanction sévère était attendue, mais le résultat fut surprenant. Les actions du capitaine de corvette Lambert, bien qu'en violation de la procédure et de la discipline, étaient, par leur motivation et leurs résultats, en parfaite adéquation avec l'esprit de la Constitution de protéger la vie et les biens du peuple, la plus haute valeur d'un militaire. Elle ne doit pas être sanctionnée, mais devenir un exemple pour toute l'armée. Avec les derniers mots du nouveau chef d'état-major de la marine, Chloé fut décorée de la Légion d'honneur. Sa désobéissance fut reconnue comme le plus grand désordre. Le capitaine Luc Dubois, pour son rôle dans la résolution de l'affaire, fut promu commandant et chargé de réformer les services de police entachés par la corruption. Léo Martin, alias Lynx,
vit son dossier officiellement blanchi et se vit proposer de réintégrer l'ANSSI. Il refusa poliment et fonda une entreprise sociale spécialisée dans le développement de technologies de sécurité pour les citoyens. Et quelques semaines plus tard, lorsque le tumulte fut retombé, par un après-midi paisible, le jardin du Luxembourg avait retrouvé sa sérénité. Chloé, en civil, était assise en face de son grand-père, jouant une partie d'échecs. Les vieillards autour ne cessaient d'envier M. Moreau d'avoir une petite fille décorée et lui soufflaient des conseils. Chloé, alors, tout est vraiment fini? Oui, papy, tout est rentré dans l'ordre. Très bien. Souviens-toi que la bataille pour protéger les choses les plus simples est la plus grande bataille du monde. M. Moreau prit chaleureusement la main de Chloé. À ce moment, son téléphone vibra doucement. C'était un court message du commandant Dubois. « Capitaine, grâce à vous, le ciel de Paris est étrangement clair aujourd'hui. » Chloé lut le message et sourit. Elle réalisa que, tout comme la signification de son prénom, rendre le ciel de son pays plus clair était son destin, et sa guerre était terminée. Mais tant que le dévouement silencieux d'innombrables personnes comme elle se poursuivrait, la vie paisible sur cette terre serait à jamais protégée. Sur l'échiquier, les rayons chauds du soleil d'automne brillaient de mille feux, oui.